Bonjour à tous, à toutes et à tous. Bonjour Aziz, bonjour Hajar, bonjour Si Mohamed, Haïdouri. On va laisser un tout petit peu de temps pour... Je vais autoriser les micros là, juste au début. Bonjour, c'est Aziz. Bonjour. Bonjour Sidi, bonjour. J'ai l'impression que le sujet n'intéresse pas beaucoup de monde. Là où il y a peu de monde, là où il y a de la plus de valeur ajoutée. القلة ديما الأكثرية هي الأقلية. Exactement. الله يعافيك. D'ailleurs, on a l'événement, donc ça va être encore une fois théorique, un peu comme la dernière fois le prompt engineering, mais من هنا لقدام on va, parce que ça évolue tellement vite qu'on on va vraiment limiter les événements pour du hands-on. On va Oui. faire des choses. On va arrêter de juste parler de choses. Donc si on reste comme ça, un nombre limité, je vais vous autoriser les micros. Après, à vous, je vous laisse vous gérer la désactivation de vos micros. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais encore laisser 1 minute et à 5, on démarre. Si c'est OK pour vous. En tout cas, ça sera enregistré et publié sur la chaîne YouTube. Et donc, tout va bien. Je prépare le matériel. OK, on est bon. Je vais partager mon écran. Dites-moi si vous arrivez à voir mon écran, s'il vous plaît. Oui, on le voit là. Oui, OK, parfait. En tout cas, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire dédié à une révolution silencieuse, je dirais. C'est une révolution silencieuse, mais fondamentale dans le monde de l'intelligence artificielle. C'est le modèle contexte protocole, ou communément nommé, je vais y arriver, MCP. Donc MCP, ou modèle contexte protocole, c'est un protocole qui est en train de devenir le backbone standard de l'interaction entre les modèles d'IA et les environnements numériques réels. Donc, quand on dit MCP, c'est pas juste un framework d'intégration IA, c'est vraiment une abstraction robuste, portable et sécurisée qui définit un nouveau paradigme pour injecter du contexte exécutable dans les LLM. Comme vous le savez aujourd'hui, les LLM sont intelligentes pour répondre à des questions, mais dès qu'on leur demande de faire des actions, ils bottent en touche. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est que, on va se dire, imaginez que dans un monde où il peut en un seul clic lire vos documents, interagir avec vos outils métiers, pas que personnels, mais vraiment métiers. C'est quelque chose qui est implémentable en entreprise. Lancer des actions automatisées, mais sans intégration complexe, sans code spaghetti, sans chaos, quoi. Donc le rêve rendu réel, si je peux me permettre. Donc pourquoi le MCP, on va dire. Donc aujourd'hui, quand on veut connecter une IA à un outil métier, on bricole. Généralement, c'est un script par-ci, une API par-là, peut-être un hack entre deux plateformes et d'autres innovations qui sont longues, fragiles et coûteuses. Donc ça nécessite des intégrations ad hoc, une orchestration complexe, donc via agents, ou memory buffers ou task queues, et souvent des architectures non auditables et non sécurisées. Souvent, dès qu'on parle
de, de ce genre de sujet, on ne le présente même pas aux auditeurs, parce qu'on sait que dès que l'auditeur va commencer à rentrer dedans, il va identifier énormément de failles. Donc MCP, au fait, est né de ce constat. Il fallait un langage universel entre IA et outils externes. On va dire un protocole ouvert, donc c'est parce que le MCP, c'est un protocole open source qui a été créé par Anthropic. Anthropic, pour rappel, c'est l'entreprise créée par des anciens d'OpenAI, qui sont sortis d'OpenAI, qui ont créé Anthropic et qui ont créé Claude.ai, pour ceux qui l'utilisent. Donc, c'est un protocole ouvert que Claude, pour que Claude, ils l'ont fait pour eux-mêmes, mais vu que c'est un open source, n'importe quel autre modèle peut l'utiliser pour pouvoir dialoguer naturellement avec notre monde numérique. Donc, si je peux me permettre de dire que MCP inverse un peu le modèle qu'on connaît, ce n'est pas qu'il rend le LLM magiquement plus intelligent, parce que le LLM, la puissance de calcul ou la manière, ça reste la même, c'est juste qu'il le rend contextuellement pertinent. On ne parle plus de contexte de réponse, mais aussi d'un contexte où il se voit capable d'exposer des capacités vérifiables via des serveurs distants, typés, sécurisés, que le modèle peut intégrer. Donc, quand on dit MCP ou que la LLM utilise le MCP, c'est que demain, quand on va parler avec le modèle, on va pas juste lui demander de poser une question, mais on va lui demander de faire des actions liées à ce qu'on lui a donné comme prompt. Donc, le prompt doit intégrer des actions euh, réelles à faire sur différents outils. Donc voilà, j'ai essayé de trouver cette explication que je mets là, mais je l'explique avec mes mots, mais je n'aime pas trop juste lire ce que je vous montre, mais voilà. Ça, c'est un peu la présentation. Beaucoup de gens disent que le MCP, comment dire, il le présente comme étant le port type C du monde de la connectique, où maintenant on peut connecter un téléphone avec un ordinateur ou un appareil photo ou une caméra ou tout autre équipement. Donc c'est un peu le type C des LLM qui va lui permettre de s'ouvrir à tous les autres outils disponibles en ligne. Donc, quand on parle c'est quoi le MCP? On va dire, si on veut parler technique, de manière technique, comment ça se passe? Il y a trois éléments principaux quand on parle de modèle contexte protocole. Le premier, c'est le client MCP. Donc, comme Anthropic est celle qui a créé ça, le client, c'est ce qu'on appelle Claude Desktop. Désolé, je suis en même temps. Hajar, si tu es toujours avec nous, Hajar? Non, tu n'es pas. Oui, je suis là. Ah, tu es là, ok. S'il te plaît, juste à chaque fois que quelqu'un se connecte, si tu peux lui autoriser les droits. Bien Ce n'est sûr. pas comme la partie prompt où on avait des dizaines et des dizaines de personnes. Donc, n'hésite pas à autoriser le micro pour que les gens puissent poser des questions si jamais ce que je dis n'est pas clair. On a 1 heure, donc il nous reste 50 minutes. Moi, principalement, quand je disais ça, c'est vraiment juste pour exposer un peu le potentiel. Et puis par la suite, après, on ne mettra pas un événement tous les mois, mais plutôt peut-être un événement toutes les semaines ou toutes les 2 semaines pour avancer. Moi, mon engagement que je tiens envers vous, c'est que si vous êtes régulier avec moi d'ici à la fin de l'année, vous allez pouvoir à la fois utiliser les MCP existants, type Anthropic ou OpenAI ou autre, mais aussi pouvoir créer votre propre serveur MCP et le faire vraiment avoir parce que c'est un protocole open source, donc vous pouvez le faire, il faut juste prendre de temps pour bien comprendre le concept. Donc on parle de client MCP, qui est, comme je disais, Claude Desktop, et qui peut, lui, interagir avec des outils externes. Donc, c'est une sorte c'est un modèle IA, on va dire un LLM aware application. Tu vois, c'est une application qui est consciente et qui peut interagir avec une LLM. Donc, ça devient un consommateur d'outils. Et consommateur d'outils, ça veut dire que pour arriver aux outils, il y a un serveur MCP, donc c'est un serveur REST, général HTTP, exposant une interface formalisée de ressources qui sont en lecture seule, de tools ou d'outils, qui sont des actions exécutables, et puis de prompts.
qui sont soit des templates ou vous allez les écrire injectables dans le contexte du modèle. Donc voilà, donc si je le dis différemment, c'est un connecteur vers vos outils, que ce soit Notion, PostgreSQL, GitHub, et ainsi de suite. Donc ce serveur MCP, en fait, va permettre permettre cette discussion entre le LLM à travers l'agent, le client MCP et les outils derrière. Et tout ça est géré via une Secure Transport Layer, donc ce que je mets au milieu, qui est la couche en fait qui fait voyager les requêtes de façon sécurisée. Donc HTTP sur TLS ou un schema JSON et de l'authentification. Donc rien n'est magique, mais tout est typé, auditable, extensible. Donc, pour ceux qui disent est-ce que je peux intégrer ce MCP dans le monde de l'entreprise? Oui. Vous pouvez sécuriser ça à travers de la tokenisation. Il y a différentes méthodes qui permettent de sécuriser et de ne pas juste donner un accès. Et vous ne pouvez pas vous dire que ça y est, c'est bon, il a accès à toutes les ressources, donc je ne peux rien maîtriser. Non, vous pouvez très bien sécuriser vos accès. Quand vous dites, par exemple, quand vous installez Cloud Desktop sur votre ordinateur et que vous voulez qu'il puisse agir uniquement sur un certain nombre de fichiers où vous lui donnez le droit de déposer des fichiers, de récupérer, etc., vous pouvez faire en sorte aussi de lui retirer l'accès à d'autres dossiers ou partages qui vous sont personnels. Ce n'est pas parce que vous avez l'application qui est là qu'elle a accès à tout. Voilà. Donc ça, c'est un peu le MCP en général. Et j'ai voulu présenter quelques exemples en mettant par exemple une analyse de vente mensuelle via une base de données. Donc quand on dit le client MCP, qu'est-ce qu'il va faire? C'est un cloud desktop qui reçoit une question de l'utilisateur. Peux-tu me montrer les ventes de mai 2025, par exemple? Le serveur MCP, qui est un serveur PostgreSQL, est connecté à la base de données de l'entreprise. Il comprend la requête, traduite en SQL par le client MCP, bien sûr, l'exécute, puis renvoie les résultats sous forme de table. Et puis la couche transport, c'est celle qui va acheminer la requête du client vers le serveur de façon sécurisée avec une authentification des permissions sur les tables et un audit des accès. Et donc le résultat de ça, c'est que Claude va générer un tableau clair avec les ventes par région et propose même une visualisation graphique. Un deuxième exemple qui est la création d'un ticket Jira depuis une conversation IA. J'ai pris Jira juste en exemple, mais je ne suis pas payé, l'événement n'est pas sponsorisé par Jira, mais j'ai juste pris l'exemple comme ça. Donc le client MCP, donc c'est l'utilisateur qui demande de créer un ticket pour un bug urgent dans le module de paiement. Le serveur MCP reçoit les détails du ticket via la couche MCP, le crée automatiquement avec les bons champs, titre, description, priorité, etc. Et puis le transport layer va garantir que seules les actions autorisées, donc création de tickets, sans modification d'autres tickets, sont permises. Et va journaliser l'activité. Donc le résultat, c'est que le ticket va apparaître dans Jira avec un lien que Claude peut fournir directement. Donc juste à travers une requête qui est faite via le client, on peut avoir un effet qui est vu directement sur l'outil. Là, en fait, vous pouvez voir ressources. Je ne sais pas si jusqu'à maintenant c'est clair. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à m'interrompre, s'il vous plaît. D'accord? Ok. Donc, là, on voit qu'il y a comme je disais, donc le client, la Secure Transport Layer et puis le MCP Server avec les ressources et les tools et les prompts. C'est quoi les ressources? C'est quoi les tools et c'est quoi les prompts? C'est ce que j'essaie d'expliquer ici, au fait, quand je dis que les ressources sont des données ou contenus qui sont accessibles par l'IA via un serveur MCP. Elles sont généralement en lecture seule. Donc, une base de données, un fichier, une conversation sur WhatsApp, des mails sur une boîte mail, ce sont des ressources. Et donc, ces éléments, même des contenus dans des CRM, et donc l'objectif est de permettre à l'IA, donc on va dire OpenAI ou Claude, de lire et analyser ces informations sans les modifier. Donc, chaque ressource est décrite de façon standardisée et son accès est sécurisé. Et donc, ces ressources vont enrichir le contexte de l'IA pour qu'elle puisse répondre plus précisément aux questions. Donc, quand on parle ici, quand on voit ressources, c'est ça. C'est toutes les ressources qui sont disponibles pour le LLM
à travers le client MCP et le serveur MCP. Et par la suite, vient le rôle des tools, ou les outils. Et donc, dans le MCP, les tools sont les actions ou fonctions que l'IA peut exécuter via un serveur MCP. Donc, contrairement aux ressources, comme je disais, où c'est ce qui permet de lire des données, les tools donnent un peu. C'est comme si les ressources, c'est les yeux de l'IA, et les tools, ce sont les mains et les pieds, qui va pouvoir agir, aller faire des actions concrètes sur les différents outils. Donc voilà. Donc, comme je dis, MCP permet à l'IA d'appeler ces tools comme des API. C'est de API REST. Beaucoup de gens confondent API REST et MCP. Ce n'est pas la même chose. C'est un peu inspiré, mais c'est de l'API REST boosté à 3000%. Donc, pour les curieux, au fait, comment dire, si vous êtes dans le support client, on peut dire. Oui, oui, Madame Nadia. Excusez-moi, c'est juste une fois que Agnès vous laisse continuer. Désolée. D'accord, non, ouais, pas de souci. Donc, dans le contexte, si on parle de support client, par exemple, on peut dire que Claude va accéder à une base Zendesk et puis générer des réponses précises à des utilisateurs. Si on est dans du dev ou du DevOps, on peut dire que le MCP va permettre de faire une revue sur GitHub, créer une branche et puis proposer une pull request. Si c'est un DRH, par exemple, il peut créer un assistant RH, IA, qui va lire dans son IC RH, générer des bulletins de paie, répondre aux questions congés tout seul. Du moment qu'il a on va dire le bon contexte et le prompt qui va bien, qui va lui donner exactement quelles sont les actions qu'il a le droit de faire. Donc, si on veut résumer, qu'est-ce que MCP change dans l'environnement technologique, c'est que, au fait, avec MCP, on ne code plus. On fait des intégrations, ou on branche des serveurs. On peut dire que quand on parle de MCP serveur, ce n'est pas un seul serveur qui va tout faire. Je n'avais pas précisé ça, mais les MCP serveurs, en fait, il y a des MCP serveurs spécialisés. Donc, il y a un serveur qui est spécialisé dans la gestion du file system, qui va permettre de créer des dossiers, créer des fichiers, modifier des fichiers, supprimer des fichiers. Il y en a un qui est spécialisé en tout ce qui est gestion de bases de données. Il y en a qui va être spécialisé dans la gestion des CRM, dans la gestion. Et donc, c'est ce qui fait la puissance d'Anthropic, c'est que eux, ils ont créé le concept et leurs serveurs sont les plus avancés. D'ailleurs, OpenAI, qui aussi est en train de créer son modèle MCP, utilise celui d'Anthropic. Tellement il est bien avancé que Google, Amazon, etc., tous utilisent le MCP, le MCP d'Anthropic en attendant qu'il puisse arriver à son niveau, voire le dépasser. Et donc, ce que je disais, ce qui change, à part le fait qu'on ne code plus, donc on aura de plus en plus d'applications no-code, on aura de plus en plus de non-IT qui vont pouvoir faire des applications extrêmement créatives, parce que c'est des personnes qui sont créatives, mais ce qui leur manquait, c'est de pouvoir coder. Les IA deviennent proactives, donc elles savent où chercher, comment agir et quoi répondre. Elle n'est pas juste là à attendre la question pour répondre. Non, elle devient proactive et ça devient. En fait, limite, moi, je m'attends sincèrement à ce que dans quelques années, peut-être moins, parce que lui-même me surprend toujours, mais dans quelques années, c'est sûr que nous aurons une licorne qui, euh, qui, qui se compose d'un seul employé, qui est le CEO, CTO, qui travaille avec MCP. Et donc, ce qui change aussi avec MCP, c'est que le coût d'adoption de l'IA en entreprise chute drastiquement. On passe de projets qui peuvent prendre jusqu'à 6 mois de développement à des projets qui peuvent prendre une semaine avec des résultats concrets. Donc, l'idée est. Je vais finir par deux sujets. Après, si vous avez des questions, je vais laisser. C'est que on parle, est-ce qu'il est open source? Je dis oui, le protocole est ouvert et documenté. Est-ce que Claude est obligatoire? Non. Mais Claude Desktop est optimisé pour MCP, c'est comme je vous ai dit le plus avancé.
Donc, si demain, OpenAI sort un modèle meilleur, ben, tant mieux. Mais en tout cas, c'est l'objectif, c'est que ce soit ouvert. Et d'ailleurs, j'y pense, c'est que beaucoup de startups aujourd'hui euh, construisent leur business plan sur cette capacité à délivrer un service aux utilisateurs que les, euh, les grandes entreprises ne font pas de manière gratuite. Mais au fait, tout ça change avec le temps. Et bientôt, cette notion de MCP sera encore plus simplifiée. Et donc, l'idée, c'est de pas maîtriser le système et de pouvoir maîtriser l'intégration de telle ou telle technologie. Et donc, quand on dit comment on va démarrer, donc, vous pouvez utiliser un serveur existant, comme je disais, Claude ou n'importe lequel, ou créer le vôtre. Et pour ça, il faut avoir des compétences techniques, parce qu'il va falloir un peu maîtriser tout ce qui est JSON, API REST, Node.js et Python. Donc, s'il y a des prérequis, donc, vous avez écrit donc, en prérequis donc, des connaissances basiques en API REST et en JSON, un environnement de dev local ou cloud, et puis Cloud Desktop installé pour test. Si je dois vous donner des conseils ou des call to action, donc ou une conclusion et call to action, donc MCP simplifie l'intégration entre IA et outils métiers. Il donne une architecture claire et extensible. Il nous fait gagner un temps juste énorme et apporte de la valeur ajoutée immédiate. Il y a la sécurité là et la traçabilité qui est native, qui a été pensée dans la création du protocole. Et puis, il est idéal pour automatiser des workflows intelligents. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de 1, tester avec Cloud Desktop et utiliser l'un des serveurs déjà existants. Ne cherchez pas à le faire vous-même. Pour le moment, comme je vous ai dit, moi, je m'engage sur les prochains, je ne vais pas dire webinaires, mais c'est du hands-on spécifique. On va mettre un use case et essayer de le finir. Donc, commencer par un use case qui soit simple et le finir pendant la séance. Et puis par la suite, arriver à des use cases beaucoup plus complexes où on aura peut-être besoin d'avoir 2 ou 3 séances pour les finaliser. Et donc, explorer le catalogue de serveurs MCP, GitHub est votre ami. C'est ouvert et vous pouvez y apprendre beaucoup de choses. Créer votre propre serveur MCP avec un simple fichier de JSON, mais ça viendra après. Et puis, rejoignez la communauté Discord MCP pour que vous ayez de plus en plus de nouvelles, parce qu'à chaque fois, c'est un protocole qui est là pour rester. Il n'est pas là pour partir. Voilà. Je ne sais pas si est-ce que vous avez des questions ou pas. Donc, j'essaie d'être le plus général possible pour introduire le concept, expliquer comment il fonctionne, les capacités, qu'est-ce que ça peut apporter à votre métier. Comme je vous ai dit, soit vous pouvez automatiser ou via MCP automatiser un service desk, un niveau 1 de service desk. Avec MCP, peut-être même un niveau 2 de service desk. Vous pouvez avoir un assistant automatique pour vos tâches au quotidien. Ouais, c'est Aziz, vous avez levé la main. Oui, tout à fait. En fait, j'ai deux questions. Un sur le fait que c'est d'abord un outil open source. Est-ce que on ne risque pas dans quelques années euh, voir la transformation de ce protocole, de ce module vers du licensing et donc où peut-être les fonctionnalités avancées seront payantes et donc si on build sur ça, on sera pris en otage en quelque sorte. Ça, c'est la question 1. La question 2, si j'ai bien compris, on peut aujourd'hui, à travers ce protocole avec l'MCP, on peut automatiser des tâches du style, j'ai un outil CRM ou un ERP ou un outil de gestion, et donc je peux, à travers un LLM, faire demander la création d'une commande, d'une facture, etc. Et donc, du coup, si c'est le cas, toute la partie interface graphique IHM de l'outil de gestion ne servirait plus à grand-chose. Ok, d'accord. Il y a d'autres points, c'est Aziz? Non, c'était mes deux questions pour le moment. Merci, Fed. D'accord.
Donc, pour répondre à la première question, c'est que est-ce que aujourd'hui c'est open source, c'est gratuit et demain on sera peut-être pris en otage par les grandes entreprises. On va dire que les grandes entreprises, c'est leur modèle. Au fait, ils veulent vendre déjà. On sait que rien n'est gratuit. Si aujourd'hui c'est gratuit, c'est juste pour entraîner leur modèle, pour qu'il soit plus performant et puis arriver à un certain niveau, qu'ils puissent le privatiser, on va dire, et ne le donner qu'à ceux qui payent. Ça, c'est le premier. Mais l'avantage, c'est que c'est un protocole open source. Ça veut dire que nous avons nous savons comment ça fonctionne. Et moi, aujourd'hui, je peux, comme j'ai dit tout à l'heure, créer un serveur interne. Je n'aurai même pas besoin d'avoir Claude, ni OpenAI, ni rien du tout. Et puis, avec le temps, continuer à capitaliser sur ce modèle, le faire grandir. Et demain, si tous les modèles ferment cette gratuité d'utilisation, ça ne m'impacterait pas. C'est comme si aujourd'hui, on a un Linux, un Debian qui est en open source, que je télécharge, que je mets sur mes serveurs, et puis demain, Debian je ne sais pas qui va dire que ben, désormais, Linux est payant. Ok, bon courage, mais moi j'ai toujours mes serveurs, j'ai le code source, je n'ai pas besoin de vous payer des licences quoi que ce soit. Donc déjà, c'est normal que ça soit gratuit aujourd'hui. Ça va l'être avec le temps, ça va être beaucoup moins cher. Si jamais c'est payant, dans le sens où aujourd'hui on vous donne la possibilité de faire certains éléments, mais quand vous utilisez les plateformes des grandes entreprises, à un moment vous devez payer, ce qui est normal, parce que vous utilisez leurs ressources, etc. Mais comme je t'ai dit, aujourd'hui, si en tant que DSI dans l'entreprise, si tu veux investir dans ça, tu peux recruter une ressource qui sera dédiée à ça, qui va prendre petit déjeuner, dîner, MCP, de monter des serveurs internes, s'assurer de la sécurité. Certes, il y aura toujours des audits à faire, mais en tout cas, tu peux dès maintenant te protéger sur les prochaines décisions que pourront prendre les grandes entreprises. Mais en tout cas, la technologie évolue. Si on reste dans ce mode protectionniste, on ne va jamais rien faire. Mais voilà. Mais il y a la possibilité. L'avantage aujourd'hui, c'est que on ne peut pas, par exemple, monter tout un business sur le fait qu'on va utiliser le chat ou payer des tokens à OpenAI. Demain, si OpenAI décide que le token, que 1 million de tokens ne coûte plus X mais il coûte Y, et que ça va complètement casser votre budget, tu n'auras pas le choix. Mais si aujourd'hui tu veux construire ton modèle et tu veux te prévenir de tu veux te protéger de cette situation à l'avenir, tu peux partir sur des modèles LLM open source, type DeepSeek ou Mistral ou Grok ou n'importe lequel, et construire dessus et être sûr que demain tu n'auras aucun problème. Il suffira juste d'avoir un peu plus de ressources et d'avoir surtout quelqu'un qui pourra faire du troubleshooting si jamais il y a un souci avec la plateforme. Donc, c'est des décisions que vous pouvez prendre, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est gratuit, c'est nouveau, ça débloque énormément de choses. Il ne faut surtout pas rater ce virage extrêmement important. Donc, ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième question, quand tu parles d'interface graphique, il faut savoir que le modèle MCP, il a un serveur qui est dédié pour la gestion des CRM. Et donc, Cloud Desktop, la force qu'il a, par exemple, c'est que il va gérer ton interface. C'est pas qu'il va aller injecter un code dans la base de données du CRM pour rajouter un ticket ou rajouter une entrée. Il va aller remplir les champs sur l'interface, comme si c'est un utilisateur qui le fait. Donc, c'est pas, je sais plus comment ça s'appelle, mais je vais essayer de voir juste pour ne pas dire de bêtises. Mais donc j'ai posé la question en fait pour dire. C'est ça. Eh ben, ça confirme ce que je disais. Je ne disais pas de bêtises. Cloud Desktop peut analyser l'écran et comprendre où l'information doit aller et te guider étape par étape. Donc,
il y a cette partie où donc l'interface graphique reste quand même très importante et utilisée en MCP. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Céazi. Parfait, merci. Merci, Fred. D'autres questions? Est-ce que c'est clair? Le lien entre client MCP, serveur MCP, couche de sécurité, ressources, tools, prompts. J'ai même pas parlé de prompts parce que je suis sûr que vous êtes tous conscients de ce que sont les prompts. Comme je vous ai dit, c'est surtout, il faut maîtriser la partie JSON, très important. Voilà. Donc, j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, s'il vous plaît. Je suis là. Je réponds à toutes vos questions. Si je ne sais pas, je dirai je ne sais pas. Allez, vas-y, c'est Badr. Marhaba bik. Allah يبارك فيك Sifad, merci beaucoup. Question très, très rapide. Est-ce que ça nous permettrait aussi d'interagir avec les infrastructures et automatiser, par exemple, l'approvisionnement des serveurs, etc., si jamais on parle des couches VMware, hyperviseurs, etc. Ou est-ce que ça reste toujours lié à une interaction purement applicative? Quand tu dis comment ça veut dire quoi? Ça veut dire aller lancer une purchase request par rapport à des serveurs? Ou par rapport à des licences? Exemple, on l'a intégré à notre plateforme, à notre ITSM par exemple. On a parlé du cas Service Desk, création de ticket. J'ai besoin d'une VM par exemple. Je crée un ticket pour une VM, je remplis les specs, les prérequis, etc. Est-ce que ça peut interagir avec les infrastructures en injectant des codes Terraform et déployer l'infrastructure sans besoin d'une intervention humaine? D'accord, clair. Au fait, oui, l'idée c'est ça. C'est que je sais que ça se fait sur des outils classiques, type une base SQL, etc. Mais après, est-ce que, par exemple, en créant un ticket et en ayant les bonnes approbations, MCP peut directement, par exemple, créer une VM pour ce besoin? Je ne sais pas dire parce que je ne l'ai pas encore testé, mais je dois agir sur des infos. Je sais que c'est possible sur du network device. Donc, je peux lui dire si je veux que sur tel switch, tu puisses me faire changer tel ou tel outil. Mais c'est pas, comme je disais, c'est pas la LLM qui va le faire. La LLM, elle va juste commander un serveur MCP qui, lui, est capable d'aller interagir via SSH ou bien Ansible et pousser la configuration nécessaire. Donc, je ne sais pas si c'est exactement ce que tu cherches comme info ou pas, mais en tout cas, il y a des actions réseau. Je sais que c'est fait. Sur la partie serveur, sincèrement, j'ai pas testé. Je ne sais pas dire. D'accord, d'accord. Euh, Bon. et je prends le point. Mais juste pour qu'on soit sûr, juste tu peux me donner, s'il te plaît, un exemple concret. Qu'est-ce que tu veux que MCP fasse? Exemple. J'ai un DBA qui a besoin de déployer un serveur SQL pour un certain besoin. OK? Il demande au MCP de créer un ticket. Le ticket est créé. Et là, c'est le cas Service Desk. Ça, c'est pour historiser. Après, est-ce qu'il peut créer automatiquement l'AVM? Est-ce qu'il peut interagir avec les Ah oui, bien infrastructures sûr. directement? Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais après, ça rentrera dans la configuration que tu vas mettre en place. Ça veut dire que à travers la LLM, donc il va te créer le ticket. Dans ton ticket, tu peux demander au modèle d'aller à travers le MCP serveur consulter l'état d'avancement de ce ticket. Et si jamais il est dans un état, par exemple, approved, Oui. automatiquement, tu le relis elle va utiliser le MCP serveur SQL et crée-moi cette base de données avec tel et tel et tel paramètre. Ça, c'est la création de la base de données, mais je parle de la création de l'interaction avec la couche VMware, créer via du code Terraform une machine virtuelle et déployer tout ce qui est dedans. Est-ce que ça va jusqu'à ce niveau-là d'automatisation? Je ne sais pas te dire, mais je pense que oui. Je pense que D'accord, oui. Vu très que bien.
J'ai Très creusé bien. un peu le Et- sujet. Je pense que oui, mais il faudrait que je teste ça, que je confirme ça sur peut-être un expert qui a déjà fait. Juste, mais automatique, aujourd'hui, je ne sais pas te dire. Je n'ai pas l'information. D'accord. J'avais aussi une autre question. Est-ce que ça nous permet aussi de déployer des agents IA? Ça nous permet de déployer Des au agents, fait, oui. c'est comme si tu as. Bien sûr que ça peut déployer des agents, mais c'est au fait, MCP, ça dépasse l'agent IA. Ça fait de limite ce qu'on appelle du agent to agent. Tu vois, MCP, ça va main en main avec du agent to agent. Donc c'est du multiple agent. C'est pas juste un seul. C'est un seul agent, OK. mais qui derrière va avoir plusieurs autres agents spécialisés. C'est ça, en fait, quand on parle de MCP, c'est des Ben, très agents bien. IA spécialisés. Très bien. Merci beaucoup, Fred. T'en prie, Badr. En fait, c'est récent dans le sens où ça a été créé ou publié par Anthropic en novembre. Moi, je l'ai découvert en février, à peu près février-mars. J'ai commencé à tester. J'ai testé sur du WhatsApp, sur du Gmail, sur de l'SQL, sur les systèmes de fichiers. Mais je suis pas arrivé au niveau, j'ai pas de licence VMware perso chez moi, mais je suis pas arrivé à tester ce genre de choses et je n'ai pas euh, dans ma mémoire que quelqu'un a déjà parlé de ça. Mais en tout cas, tout ce que je vois en présentation MCP de high level sont là pour dire que MCP est là. Limite, il y a une phrase moi, que j'apprécie, c'est to MCP or not to MCP. To be or not to Hmm. be, to MCP or not to MCP. C'est genre tellement un concept qui est là pour rester. C'est comme disait Yann Lequin, c'est le patron IA chez Meta, qui est un franco-américain qui disait je ne suis plus intéressé par les language models. Le futur, c'est les SLM, les Small Language Models. Un peu ce que fait un peu l'approche de DeepSeek, au fait, où au lieu d'avoir un modèle qui sait tout, ou qui sait tout, mais qui est entraîné sur plein de choses, avoir des modèles qui vont interagir sur Spécialisé. des spécialisés. Tu vois, donc, quand tu vas poser une question sur la, 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 la- la culture culinaire dans l'histoire romaine, ben, il va aller cibler l'expert en culinaire, l'expert en histoire romaine ou en histoire en général, et ne pas aller creuser dans toute sa base. Et donc lui, il parle de SLM, donc il dit que l'avenir c'est les SLM, donc un peu DeepSeek qui était un peu visionnaire sur ce point, mais c'est surtout les world models, les modèles du monde. Au fait, quand tu montres comme ça euh, une photo à une LLM, tu peux pas lui dire qu'est-ce qu'il y a, tu vois, là tu vois ma main, mais là tu vois plus ma main, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Peut-être il va comprendre que ben, il y a de la lumière, donc c'est forcément une fenêtre, mais il ne saura pas dire s'il y a quelqu'un debout ou pas, etc. Donc c'est un niveau encore plus avancé. Et lui, il avait parlé de ça pour dire que pour moi, les LLM, on va droit au mur, il faut rapidement convertir vers les SLM. Et il a un moment parlé des MCP pour dire que ça aussi, c'est un concept qui est là pour perdurer. Donc vous n'allez pas perdre du temps hein, si vous... Oui, Lala Bouchard. Bonsoir, merci pour la pertinence de l'intervention. Là, quand vous dites le Small Languages Model, vous faites référence à l'IA agentique? Excusez-moi, Allô? Alors, vous m'entendez? Là, je vous entends, oui, là, je vous entends. Excusez-moi, quand vous parlez de Small Languages Model, vous faites référence aux agents IA, à l'IA agentique? Exactement, oui, oui. Bah, et agentique, oui, c'est ça. En fait, euh, quand je dis, euh, c'est deux paradigmes différents, en fait. Quand tu parles d'IA agentique, c'est une IA qui agit de manière autonome. On est d'accord. Donc, un objectif, une mémoire, des outils et des capacités à prendre la décision. Ça, c'est pas du tout. Ce que je dis en Small Language Model, c'est comme aujourd'hui. ChatGPT ou Claude, c'est des large language models. Alors que SLM,
un peu le large language model, mais en plus petit, qui est souvent en dessous, ou entre 1 milliard et 7 milliards de paramètres. Et c'est l'approche qu'a faite DeepSeek. Ce que je disais, c'est que DeepSeek, on parle à DeepSeek, on pense que c'est comme si on parle à ChatGPT. ChatGPT, c'est un large language model, mais DeepSeek, au fait, il apparaît comme étant un large language model, mais derrière, c'est plusieurs small language models spécialisés. Donc, c'est au fait deux choses différentes. On ne parle pas de la même chose. Le small language model, c'est comme les large language models aujourd'hui. Ils peuvent te répondre, mais ils peuvent rien faire. L'AI agentique, là c'est de l'autonomie. Il peut planifier, exécuter des tâches. Et il se base sur MCP pour. C'est pour ça que je disais le agent to agent avec MCP, ça va de pair. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, la En Bouchra, ou fait, je pas. garde la confusion, excusez-moi, je garde la confusion par rapport à Small Language Model. Ça fait référence au RAG plutôt qu'à l'IA agentique, c'est ça? Euh, comment vous dire l'AI comment vous l'expliquer d'une manière. Euh, le, comment vous l'expliquer d'une manière plus simple. Parce qu'en fait, en Euh, posant la question et quand on parle de Small Language Model, c'est beaucoup plus de contexte. C'est-à-dire là, on n'est pas dans le Large Language Model, c'est-à-dire que le modèle, il est pré-entraîné, certes, mais pré-entraîné par rapport à des trucs spécifiques, ce qui lui donne une capacité de réponse beaucoup plus spécifique, beaucoup plus adaptée. Là, en fait, ça a un lien étroit par rapport au RAG plutôt que par rapport à l'IA agentique, c'est ça? pour le dire d'une manière un peu, j'essaie de trouver. Quand on parle de large language model, c'est toute la panoplie d'outils que vous pouvez utiliser. Vous voulez faire du bricolage, vous avez un tournevis, une pince. Vous voulez faire de la menuiserie, vous avez la scie, vous avez. Donc ça, c'est le large language model. Il te donne toutes les capacités. Quand on parle de small language model, c'est un outil spécialisé. On va dire, pour la plomberie, j'ai un small language model qui est spécialiste dans ça, qui va me fournir des tubes, qui va me fournir des coudes. Si c'est un électricien, bah, c'est un small language model qui est spécialisé en électricité. Il va te fournir un tournevis, il va te fournir des disjoncteurs, etc., etc. Donc, aujourd'hui, on a des large language models. Ça veut dire qu'ils sont capables de répondre en utilisant le Natural Language Processing et qu'ils ont été entraînés sur un large volume de données. Et donc, quand ils vont te répondre, ils vont scanner toute la data sur laquelle ils ont été entraînés. Et donc, ça nécessite énormément de puissance de calcul. Donc, juste pour montrer entre LLM et SLM. Quand on parle de large language model, c'est pour ça qu'ils ont énormément de puissance de calcul. Et donc, ils sont capables de faire ça, d'entraîner leur modèle sur des milliards et des milliards de documents et puis aller scanner l'ensemble de ces données. DeepSeek, qui était en Chine, qui avait des problèmes pour avoir des GPU ou des équipements pour pouvoir avoir une puissance de calcul haute, ont changé la manière de faire pour avoir des SLM, ça veut dire que c'est des modèles qui sont entraînés uniquement à une certaine euh, catégorie de données. Et donc, ainsi, ils ont entraîné plusieurs SLM et spécialisés sur certains domaine précis. Et une fois qu'on pose la question à DeepSeek, il va aller consulter uniquement les agents, on va dire, donc, SLM, dont il a besoin pour répondre à la question. Ce qui fait que derrière, la puissance de calcul pour répondre à la question est atténuée d'une manière drastique. Donc ça, c'est entre LLM et SLM. Comme je disais, LLM, c'est euh, tous les outils possibles. SLM, c'est uniquement les outils spécifiques par rapport à un métier précis. Quand on parle des agents, c'est plutôt un technicien intelligent qui peut lui aller choisir quel outil faire. Et là, on sort du modèle juste de LLM ou de questions-réponses, parce que aujourd'hui, LLM ou SLM, c'est uniquement un modèle entraîné qui peut vous répondre. Quand vous parlez d'AI agentique, là, on sort juste de la réponse, on passe à des actions, à une exécution de tâches, à de la planification, etc. Et donc, MCP est l'un des protocoles qui vient simplifier le rôle de ces agents AI.
sais pas si je réponds à votre question, Lala Bouchra, ou pas. C'est très clair. Merci beaucoup. Il y a une autre question c'est clair. En tout cas, je peux vous dire une chose, c'est que ça restera de la théorie, mais une fois que vous allez monter un serveur, vous installez Cloud Desktop sur votre machine, vous connectez un serveur de file, uniquement file, vous lui dites, ou Gmail, allez, on va Gmail, et vous lui dites, et si vous voulez pousser WhatsApp, c'est top. Dès que j'ai un mail qui arrive dans ma boîte Gmail, je voudrais que qui commence par commande, par exemple, pour ne pas vous voir noyer sur votre WhatsApp dès que tu reçois un mail qui commence par commande, deux points, et bien tu me crées un dossier sur tel dossier dans mon PC en le nommant comme ça, et tu m'envoies un post sur WhatsApp pour me dire il y a une nouvelle commande qui a été faite ou un dossier a été créé, etc. etc. Oui, c'est Mohamed. Allô, c'est Mohamed? Non. Vous devez juste activer votre micro, c'est Mohamed. D'abord, merci beaucoup pour les éclairages très, très illumineux. Alors, ma question, c'est quoi? C'est que j'ai appelé pour récupérer un email de ma boîte Gmail, après faire un autre traitement sur un système. Ce que j'aimerais savoir, quelle serait la différence entre le RPA actuel, qui permet de brancher, de surveiller une boîte de messagerie et faire des actions après, soit renvoyer des emails, euh, et ce concept de MCP. Donc, parce qu'au début, ça a coupé, je ne sais pas si c'est juste pour moi, mais vous parlez de la différence entre RPA et MCP. Oui, oui. D'accord. Déjà, le RPA, vous savez, sa configuration prend beaucoup de temps. Moi, là, dernièrement, on commence à parler de IPA, Intelligent Process Automation. Donc, c'est des automatisations d'actions répétitives sur une interface. Et donc, ça utilise des scripts, des macros, des clics, etc. Et donc, c'est un RPA qui est spécialisé pour faire une tâche spécifique. Il suffit de changer, des fois, moi je me suis retrouvé dans des RP où, parce que un utilisateur, un IT a changé le zoom de la feuille du navigateur sur la page, le RPA n'était plus capable de faire son boulot correctement, parce qu'il était configuré d'une Oui, manière précise. Donc là, on parle de d'accord. script macro, clic, souris, alors qu'en MCP, on parle d'orchestration de LLM, d'agents, d'API, Oui, d'outils. Et donc, c'est beaucoup plus simple, en fait. C'est pour ça que je vous dis, essayez de de créer un RPA qui va, faites un top chrono, essayez de faire, une fois que vous avez bien mis la configuration nécessaire, que ce soit pour le RPA ou pour MCP, essayez de créer un modèle sur lequel vous dites, vérifiez-moi si, etc., ou remplis ce CRM, versus le temps que ça va te prendre pour le faire en MCP. Et donc, comme je disais, le MCP, au fait, c'est surtout qu'il ouvre cette capacité d'exploiter les LLM ou les SLM. Savoir que ce n'est pas juste une action à faire répétitive, non. Tu peux changer le contexte, tu peux poser des questions différentes. Il va avoir besoin de faire une action différente parce que tu lui as demandé quelque chose pour la première fois. Tu n'auras pas besoin de revoir son organisation. Il va aller de manière intelligente, savoir utiliser, et s'il a accès au bon MCP serveur, il va pouvoir faire l'action. Et s'il a les bons droits, etc., il va pouvoir faire l'action. Alors que le RPA nécessite énormément de maintenance. Ça, très c'est bien, l'un des exemples entre RPA et MCP. très bien, très bien. Je vous remercie, c'est très gentil. Et que je disais, si vous voulez vous rappeler d'une chose, c'est RPA, ça veut dire automatisé par script. MCP, c'est orchestré par IA ou agent intelligent. D'accord, Et donc, c'est deux mondes vraiment complètement différents. Et comme je disais, très bien. je n'ai jamais entendu parler d'une licorne
où il y a un seul employé parce qu'il a créé des RPA. Mais demain, je vous le promets, vous allez entendre de licorne où il y a un seul employé parce qu'il utilise MCP. D'accord. Merci beaucoup. Ok, je m'en prie, c'est Mohamed. C'est Aziz. Oui, je voulais juste comme complément à ta réponse faite, c'est que le RPA, il est rule-based. Ça veut dire que c'est un chemin déterministe. Si ça, faire ça, if then else, etc. Alors que avec le MCP et le LLM, ce n'est pas déterministe. C'est une analyse statistique, etc. Et donc, on choisit le meilleur chemin. Donc, c'est un peu la différence entre ce qu'on peut faire avec le RPA et le MCP. Ok. D'autres questions ou, j'espère vous avoir motivé pour prendre du temps et aller créer vous-même ou faire vous-même votre premier lab MCP et découvrir la puissance de ce protocole. Au fait, c'est vraiment juste bluffant. Et là, aujourd'hui, moi, j'essaie de trouver un moyen pour l'intégrer en entreprise parce que ça va juste être un game changer pour demain. Oui. Le sky is the limit, comme on dit. Voilà, en tout cas, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie pour le temps accordé et pour votre attention. Et je reste bien sûr disponible si vous avez n'importe quelle question. Je suis disponible sur mon adresse mail ou sur LinkedIn directement. Et je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci Soirée. beaucoup. À vous de Super, même. merci. Sois clair, Alexandre. Merci. Merci. Salam Merci. Au revoir. Merci beaucoup.